Salut les smarts et salut les marks et bienvenue sur Cash Up, le podcast officiel des Cahiers du Cash qui pour vous chaque semaine regarde, résume et analyse tous les shows de la WWE. Ici l'amiral Armbar, donc aux manettes de ce Monday Night Raw, lendemain de SummerSlam, et pour en discuter, celui qui a aimé ce Raw alors que moi j'ai pas vraiment aimé ce Raw, donc on aura deux avis très différents, c'est Raph. Salut Raph, comment ça va? Ça va bien et toi? Tu spoil déjà d'avance qui est le heel, qui est le face, mais écoute, faisons comme ça. Exactement, au moins c'est clair, c'est affiché, c'est limpide pour tout le monde. Alors, comme je vous le disais, c'est l'Euro au lendemain de SummerSlam, donc si vous n'avez pas encore regardé SummerSlam et que vous ne pouvez pas être spoilé, soit allez regarder SummerSlam avant de poursuivre la vidéo, ou alors allez regarder la vidéo qu'on a faite, où on vous résume et analyse SummerSlam. Voilà, donc maintenant vous êtes prévenus, à partir de maintenant, ça va être des gros spoils. Oui. Nous on met pas de Et, pincettes, hein. On y va. ah non, on y va cash, de toute façon, le C'est show. passé. Mhm. Voilà, SummerSlam c'est terminé et le show commence avec, eh bien, du coup, le champion universel qui a conservé son titre suite à ce Fatal 4-Way en main event, à savoir donc la bête incarnée Brock Lesnar qui débarque avec Paul Heyman. Donc tout content évidemment, vous vous souvenez qu'avait dit Paul Heyman il y a quelques semaines avant SummerSlam, si jamais Brock Lesnar perd, il quitte la WWE avec toutes ces rumeurs comme quoi Lesnar revenait à l'UFC, on avait des doutes, forcément tout ça n'était qu'écran de fumée, puisque Brock Lesnar a gagné, a retenu et conservé son titre. Paul Heyman d'ailleurs blague dessus à ce sujet, mais il rappelle quand même que c'était tout ceci un espèce de complot de la WWE, de le mettre dans un Fatal 4-Way, que Braun Strowman avait voulu éliminer la bête, puisqu'à un moment donné, pour la première fois de sa carrière, Brock Lesnar a dû être dans le match évacué sur une civière. À peu près à un tiers du match, on pensait qu'il serait out, mais il est revenu à la fin parce qu'il y a personne d'autre que Brock Lesnar qui met des tatanes et qui met des gens KO. Et donc voilà, c'est Brock Lesnar qui met les gros coups de boule et les gros suplexes et les gros F5 et personne d'autre. Sauf que là arrive bien du coup la personne qui a été nommée plus tôt par Paul Heyman, à savoir Braun Strowman, qui a été l'homme fort du match contre Brock Lesnar lors du Fatal 4-Way. Les deux se regardent comme des chiens de faïence au milieu du ring, bien sûr Lesnar et Strowman. Du coup, ça commence à s'envoyer des gros coups de tarte, parce que c'est deux Golgoth. Et donc Strowman mettra pas un, mais deux gros power slam à Lesnar qui restera tout plat sur le sol. Strowman prendra le titre donc universel en le brandissant. Et tout ceci, bien sûr, nous tease le match qui sera le main event a priori du prochain pay-per-view Raw No Mercy. Ce qui sera confirmé plus tard, un match pour le titre entre Strowman et Brock Lesnar pour le titre universel de la WWE. Bref, un segment d'intro qui de suite va droit au but, droit dans le sujet. Toi, Raph, tout simplement, qu'est-ce que tu as pensé du coup de cette nouveau chapitre pour le champion universel, à savoir Lesnar versus Strowman? Est-ce que cette affiche est alléchante? L'affiche est très alléchante et puis c'est la plus logique, hein, vu ce qui s'est passé au Fatal 4-Way là avec Braun Strowman qui est apparu vraiment comme le nouveau monstre. Ça ne pouvait qu'être ça. Je trouve ça un poil décevant peut-être quand même que Lesnar, toutes ses FUD sont assez dantesques et sont assez construites. Là, le Fatal 4-Way, il a mis longtemps à se mettre en place. Et là, finalement, à peine le lendemain de SummerSlam, bon, c'était logique qu'on annonce déjà le match Strowman-Lesnar, mais c'est allé peut-être un peu vite, hein. Il a suffi d'une altercation, même pas de parole, même pas de discussion avec Paul Heyman, même pas de... Hop, c'était direct officialisé. Peut-être un peu trop rapide, non? En même temps, c'est vrai que quand on regarde les deux Golgoth en lice, pour ce match, d'un côté Lesnar, de l'autre côté Strowman. Alors Lesnar, bien sûr, il a Paul Heyman qui parle pour lui, mais Braun Strowman, c'est pas vraiment quelqu'un qui est habitué à faire des grosses promos. Là, je pense qu'effectivement, il n'y avait pas vraiment de sujet à discuter. C'est juste que Strowman a brillé dans le match face à Lesnar. Donc oui, en plus vu que c'est Roman Reigns qui s'est fait, qui a pris le tombé par Lesnar, donc lui Strowman n'a pas été couché, n'a pas été soumis, donc du coup, ok, c'est un peu trop évident. Peut-être qu'il y aura, je sais pas, une surprise qui sera rajoutée, puisque merci dans quand même quelques semaines, c'est pas de suite. Mais c'est vrai que ça va un peu rapidement en besogne. Mais pour le coup, là où je suis content personnellement, c'est qu'on sait qu'au prochain pay-per-view, il y aura quand même un match
universel, ce qui est pas forcément le cas. On sait que Lesnar, il est pas là pour tous les pay-per-view. Donc du coup, on est habitué à des PPV mensuels à 100 de disputes du titre universel. Là, c'est pas le cas. Donc est-ce que c'est l'annonce peut-être d'une perte de titre? Est-ce qu'il vient pour lâcher la ceinture à quelqu'un qui est plus régulièrement là? Je sais pas. Je ne sais pas, mais à mon avis, ils ont tout fait au lendemain de SummerSlam parce qu'on va probablement pas voir Brock Lesnar beaucoup dans les prochaines semaines. Hein. Strowman va dégommer du jobber, Paul Heyman va peut-être venir un petit peu, et puis la veille pour le Go Home Show, Lesnar sera là et ça sera tout, je pense. Ouais, c'est un point intéressant que tu dis, comme effectivement là, le lendemain de SummerSlam, ça se passe dans la même ville, la même arène, Barclays Center. Hein. Du coup, Lesnar est là pour le week-end, donc il intervient sur ce rôle-là, c'est assez évident, puis c'est le bon moyen d'ouvrir le show, et c'est sûr qu'on va peut-être pas le voir la semaine prochaine et la semaine d'après. Donc au moins, il y a une première confrontation dans le ring entre les deux qui justifie de suite l'annonce de ce match. Bref, on verra dans tous les cas un match qui peut être impressionnant, puisque les spots qu'on a vus la veille à SummerSlam était vraiment impressionnant, notamment Braun Strowman qui fait 2 running power slam sur des tables de commentaires, donc sur une première table de commentaires qu'il lâche, sur une deuxième de commentaires, puis pour un troisième qui renverse Brock Lesnar. Bref, clairement, il y a une domination très forte du monstre parmi les hommes, donc Braun Strowman sur Brock Lesnar. Donc voilà, ça c'est effectivement assez logique, pas de surprise, rien d'étonnant, mais bon, pourquoi pas aller avec ça. Cohérence, hashtag cohérence, comme dirait Hank. Ça s'écrit tout seul. Exactement, et puis bon, c'est plutôt pas mal, c'est alléchant comme feud. Très rapidement sur le résultat donc de la veille SummerSlam, Lesnar qui garde le titre. Toi, c'était le résultat que tu voyais ou que tu voulais ou pas du tout? Moi, Lesnar en champion ne me dérange absolument pas puisque c'est un très bon catcheur. C'est le simple fait qu'il est jamais là qui est un peu chiant et c'est quand même important. Donc, qui conserve pour être là effectivement au prochain pay-per-view, ça me va très bien. Après, moi, je voyais Strowman et c'est vrai que je me demande, on va voir ce qui va se passer au prochain pay-per-view qui s'appelle No Mercy, c'est ça? Oui. Ouais. Euh, je me demande s'ils n'ont pas quand même raté un peu quelque chose là. Il y avait vraiment un moment d'anthologie pour la carrière de ce jeune garçon à écrire, ce SummerSlam dantesque, cette destruction. Mm. Si Braun Strowman avait pris le titre là à Barclays Center devant la foule, c'était du pur moment pour du DVD de carrière. On va voir ce que ça va donner le 1 contre 1, mais Ouais, c'est assez juste. Hein. On peut dénigrer un petit peu le choix de la facilité de la WWE qui est sur des gros pay-per-view, typiquement WrestleMania ou SummerSlam ou le Rumble ou sur les Series, hein, les Big Four, de pas forcément faire le truc que les gens attendent, qui soit genre mind-blowing, et attendre le Raw ou le SmackDown d'après. Hein. On se rappelle les années le cash-in de Ziggler sur Del Rio, il me semble. Qu'ils n'ont pas fait à WrestleMania mais qu'on fait le lendemain, et c'est vrai qu'on a des gros moments souvent quelques temps après mais pas sur le gros show. C'est vrai que s'ils font gagner Strowman à No Mercy, ça aurait été bien plus fort de leur faire gagner à SummerSlam en main event, mais bon, on verra peut-être que ouais. En tout cas, bon, plutôt intéressant comme segment d'ouverture qui met la pêche d'entrée, et on en a besoin parce que le segment d'après, on ralentit de plusieurs vitesses puisque c'est la suite et fin, on sait pas, mais au moins montagnée de la faute entre Enzo Amore et Big Cass. Donc la veille, il y avait un match Big Cass contre Bischoff avec Enzo Amore dans une cage à requins, une shark cage, qui était une vraie purge, hein, ce match, hein, pour citer, je crois que c'est Rimsat qui disait ça, et je crois qu'on était un peu tous d'accord, ce match était nul. Big Cass avait gagné, et là Enzo Amore qui arrive, qui dit ok, ça suffit, il est temps de mettre fin à tout ça. Merci Enzo, merci. Puisqu'on est à New York, Brooklyn, et que les deux Sox viennent de New York, c'est légitimement dans leur jardin d'enfance qui vont avoir le dernier chapitre de leur rivalité dans un Brooklyn Street Fight, qui est plus ou moins une sorte de street fight, avec Enzo qui arrive avec un caddie, avec des armes dedans, des broken sticks, des couvercles de poubelle, une béquille. Et donc Enzo dévale la rampe comme ça avec son caddie. Big Cass sort du ring et va vers Enzo pour taper, hein, puisqu'on est en street fight, donc ça peut se battre à l'extérieur, c'est dans les règles. Et Enzo commence à lancer justement la béquille et le couvert de poubelle, qui sont les deux armes les plus inoffensives de l'arsenal, avant de commencer à se faire rouler dessus, comme on le voit semaine après semaine par Big Cass. Rien de nouveau. La seule chose différente et malheureuse malgré tout, même si personnellement je suis absolument pas fan de cette storyline, c'est que Big Cass va se blesser dans ce match très court. Enzo est sur le tapis du ring à l'extérieur des cordes, Big Cass court,
met un gros coup de botte, un Bigfoot par-dessus la troisième corde et passe à travers par-dessus la troisième corde pour aller vers les sphères du ring et dans le mouvement se blessera à la jambe ou au genou, je sais plus trop, n'arrivera pas à continuer le match si bien que le docteur arrive, disait l'arbitre, il faut arrêter, l'arbitre arrête le match et donc c'est Enzo qui gagne comme ceci. Et on sait que Big Cass est légitimement blessé, pour combien de temps, j'ai pas l'information. Donc dans tous les cas, de par ce malheureux coup du sort, la feud va s'arrêter pendant un moment. Est-ce que cette blessure est finalement, faisons mauvaise sortie de bon cœur, est une bonne chose ou pas, d'après toi, Raph? À mon avis, je pense qu'on était parti pour ce qui se pressentait, c'est-à-dire la fin de la feud dans tous les cas. Donc, bon, on va dire que c'est triste quand même pour Big Cass, et Ouais. c'est vrai que on va pas dire un clin d'œil du destin, mais c'est vrai que une feud qui a été complètement nulle à chier, finit complètement piteusement aussi. Ouais. Mais bon, je pense qu'on n'aurait pas échappé à un match de merde non plus. Est-ce qu'ils allaient nous booker un Enzo Amore qui finit par gagner sur un roll-up ou je ne sais quoi? On saura pas. On préfère pas savoir. Je sais pas ce qu'on peut faire de Big Cass maintenant. Enzo Amore, moi je suis assez étonné. Je vois énormément de commentaires négatifs partout. Ouais. C'est vrai qu'il est nul en catcheur, mais pour moi, tant qu'il a cette pop de fou, il est légitime, et moi, il arrive très souvent par ses mimiques ou ses phrases à me faire rigoler, donc je pense qu'il y a moyen d'en faire quelque chose. Si, si. Là, c'est déjà là où on n'est pas d'accord. C'est bien. On Ouais. l'avait annoncé sur l'intro du show, du podcast. On sera pas d'accord. Au moins, ce point-là, on n'est pas d'accord. Sachant qu'en plus, Enzo Amore, il n'y a pas que moi, Amir Lampard, en tant que spectateur, qui suis énervé. Il y a quand même pas mal de rumeurs dans les coulisses, comme quoi il énerve énormément d'autres superstars de la WWE. Il y a une histoire comme quoi Roman Reigns l'aurait viré d'un bus de tournée parce que Enzo Amore, semblerait-il, est aussi volubile et relou dans la vraie vie que sur le ring et donc à un moment donné tout le monde était saoulé. Roman Reigns ça fait ok, ça suffit, tu sors, on en a marre de toi quoi. Donc du coup il a pas mal de hits backstage, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de gens qui en ont marre de lui backstage. Je pense que c'est quelque chose qui à WWE n'aide jamais vraiment à voir la carrière décoller. Donc je sais pas, il y a des gens qui murmurent comme quoi on verrait dans la division des cruiserweights pour qu'ils fassent des trucs de ce style-là. Je sais pas. En tout cas, moi personnellement, mon avis, je me trompe peut-être, mais je ne pressens pas vraiment d'avenir flamboyant pour Enzo au-delà de sa rivalité catastrophique avec Bicas. Mais peut-être que l'avenir te donnera raison et me donnera tort. On ne sait pas. En tout cas, voilà des sujets à discussion. Comme une autre personne dans les backstage, on passe un quiz backstage, donc dans le vestiaire féminin, où on voit Emma et Dana Brooke. Dana Brooke qui a des cheveux gris argent, nouveau look. Et donc Emma râle sur le match féminin de la veille qui opposait donc la championne Alexa Bliss à la boss Sasha Banks et qui a vu la victoire donc de Sasha Banks contre Alexa Bliss. Et donc il montre sur les vidéos que ça fait un peu le buzz sur internet et médias sociaux, les réseaux sociaux. Et donc Emma est en train de bitcher, en train de dire oui, j'en ai marre d'entendre parler de la victoire de Sasha Banks, franchement elle mérite pas, c'est n'importe quoi. Puis franchement, voilà. Et elle commence à râler sur Nia Jax en disant oui, Nia Jax ci, Nia Jax ça, moi j'ai un match ce soir, ça va pas se passer comme ça. Dana Brooke ne ramène pas trop puisque forcément, eh bien, pendant que Emma est en train de casser du sucre sur le dos de Nia Jax, eh bien c'est Nia Jax qui se trouve dans le dos de Emma, ce qui calme les ardeurs de l'Australienne et annonce donc effectivement un match entre les deux. Un match assez éclair, très court, où sans aucune surprise, Nia Jax roule sur Emma, voilà, avec un big Samoan drop, des familles comme elle fait d'habitude, 1, 2, 3, fin du match en 2 minutes, même pas, je crois. Avant de donner la parole, moi je dirais juste que je trouve ça déplorable que, vu le peu de profondeur du roster féminin, à Raw comme à SmackDown, mais là à Raw, on ait des gens comme Emma dans le roster et qu'on la fasse se faire exploser en quelques secondes, tel un Rusev qu'on donne en pâture à un RKO de Randy Orton. Nia Jax, je trouve que c'est vraiment dommage qu'ils essaient pas de monter un peu des talents comme Emma pour en faire peut-être des opposantes possibles à un titre, parce que là on tourne en rond entre Sasha Banks, Alexa Bliss, Bayley elle est out,
Il y a peut-être Nia Jax au milieu, mais ça aurait pas fait de mal du tout au roster féminin d'avoir Emma qui monte un peu en crédibilité. Pas forcément qu'elle gagne contre Nia Jax, mais au moins que ce soit plus disputé. Parce que là, c'était vraiment éclair. Hein. Toi, t'en as pensé quoi? Ouais, je suis ton avis. On parlait tout à l'heure backstage. Il paraît que Emma non plus est pas très aimée en coulisses, Hum, mais j'ai envie de dire, enfin, moi en tant que spectateur, je m'en fous quoi qu'elle soit aimée ou pas en coulisses. Soit on en fait ouais. soit c'est une bonne catcheuse et on l'utilise bien. Là, elle est ridiculisée et bah, je trouve vraiment ça dommage pour son talent effectivement. Alors après, si elle est casse-couille, effectivement, on a peut-être pas envie de la pêcher, je peux comprendre. Et puis, bah moi, c'est l'inverse de Hanzo Amore. Je vois pas mal de gens qui aiment bien Nia Jax, alors que j'ai un peu de mal. J'ai pas, elle a fait des matchs assez corrects, mais contre des gens comme Bailey ou Sasha Banks, donc des professionnels. Ouais. Elle en a quand même blessé un paquet. Son personnage est moyen. Enfin, je vois pas trop l'intérêt de la maintenir si haut, si ce n'est qu'elle a un gabarit hors du commun. Moi, je trouverais plus intéressant d'avoir C'est ça. Hein. Emma par là. Pas Hum. très. Ouais, t'as résumé, je pense, ce qui fait que Nia Jax est là où elle est jouée dans la carte. Hein, c'est vraiment son gabarit hors norme par rapport aux autres femmes du roster. Et par rapport à Emma, ceux qui ne m'ont pas trop vu, hein, et ceux qui se contentent de regarder que Raw, je vous conseille de chercher sur Network ou ailleurs où vous pouvez trouver des matchs comme à NXT, comme le premier match pour le championnat féminin NXT, qui était la finale entre Paige et Emma. Voilà, qui était juste fabuleux. Donc ça c'est, on voit le talent en quelques minutes que Emma peut avoir dans le ring, et c'est vraiment, on se rend compte que c'est du gâchis ce qu'ils en font depuis son retour de blessure. Bref, c'est pas glorieux. Et ce qui n'est pas glorieux, c'est aussi la suite, puisqu'on a un segment avec donc Elias the Drifter, hein, qui fait sa chanson au milieu du ring, qui dit oui, je voulais faire une chanson sur Brooklyn, mais je me suis rendu compte finalement que toute personne qui habite ici regrette d'habiter ici, donc forcément il se prend une grosse hit assez facile. Et dit à la place je vais faire une chanson sur Artrousse, hein, puisque on sait pas trop pourquoi. Elias a quelques velléités avec Artrousse depuis quelques temps. Il commence à blaguer en répétant les paroles de la chanson de Artrousse et en s'interrompant en disant non, je déconne, je vais faire de la vraie musique. Puis voilà, il fait une chanson où il bâche Artrousse, qui Artrousse arrive, et donc il y a effectivement un match qui s'ensuit, un match là aussi très rapide, hein, peut-être la même rapidité que le précédent, et forcément son drift away finisher, hein, donc son espèce de rolling cutter des familles. Elias the Drifter gagne dans une indifférence autant du public que la mienne. Autant ce soir, je serais pas du tout d'accord tout le temps avec le public, mais là pour le coup, je partage leur platitude d'adrénaline concernant ceci. Alors est-ce que toi, Elias contre Ertrou, ça t'a donné un peu la pêche, ou pareil, tu trouvais ça chiant, quoi? Ah, ben, on n'est pas tout à fait d'accord. Ah, Le match en lui-même, bof. Et effectivement, ça reste Hard-Truth. Quoique je trouvais et, et le drifter, hein, qui ouais. relève pas le niveau, hein. Et le drifter, même s'il a un joli finisher, c'est vrai qu'il a un style un peu pas très passionnant. Mais bah écoute, moi j'aime bien son petit moment son petit moment de chanson où il bâche tout le monde. Et je trouve que sur ce moment-là, le public réagit à fond tout le temps. Hein, il le Mhm. hue, il l'applaudit, etc. Bon, ça prend ces chansons, elles prennent 2 minutes à chaque fois, donc ça installe un peu un personnage. Et écoute, s'il faut des segments un peu low card dans un show, je préfère largement ça que d'autres trucs beaucoup plus pourris. Comme effectivement Big Cass, etc. Je trouve ça assez distrayant. Je trouve qu'il est assez bon pour se faire haïr. Après, sur le ring, on attend de voir un bon match quand même. C'est ça, hein, ça fait maintenant des mois qu'il est dans le main roster, on attend toujours un bon match. C'était des mois avant ça qu'il était à NXT, on n'a pas vu de bon match. Je crois que le constat est clair, hein, mon cher Sherlock, c'est juste qu'il peut pas faire de bon match Il est visiblement. pas bon, sûrement. Non. Et oui, voilà, c'est dommage. En tous les cas, tout ceci ne baisse pas la joie, l'enthousiasme du general manager, hein, Kurt Angle, qui est persuadé de faire un super show jusqu'à présent. Moi, je suis très sceptique, mais lui non. Et il est là, super content pour annoncer donc une nouvelle superstar à Raw. Alors moi, je suis là, tout excité. Ah, qui ça va être nanana. Et c'est John Cena. Voilà, hein, on savait qu'il allait venir. Hein.
depuis qu'il avait été annoncé comme free agent libre et plus forcément quelqu'un de SmackDown, on se disait bon, il dit ça pour le faire venir à Raw. C'est le moment venu. John Cena arrive, Michael Cole est tout fou, dit oui, ça fait super longtemps que j'ai pas pu dire ça. John Cena est là. C'était quand la dernière fois qu'il était là, John Cena? Il y a même pas un an, ou peut-être à peine un an. Oui, c'est ça. C'est pas non plus comme si on l'avait oublié ou ça faisait des lustres qui n'étaient pas là. Bref, les gens sont quand même contents parce qu'ils le huent ou ils l'encouragent comme d'habitude. Beaucoup de boue qui durent. John Cena est là, commence un peu à ironiser, disant c'est Raw que vous n'aimez pas, que vous bouez. Non, parce que moi j'aime bien Raw. Attention, si je suis là, c'est pas que SmackDown est mauvais, c'est juste que ça faisait un moment que j'étais pas là et qu'il y a une superstar ici à Raw que j'ai envie d'être dans le même ring que lui depuis un petit moment. Et la musique de cette superstar retentit, et évidemment, c'est Roman Reigns. Le gros chien, Roman Reigns qui regarde la foule comme ceci pendant de longues secondes. Donc on a les deux grosses superstars babyface, mais qui ont tous les deux des réactions divisées parmi le public, quasiment... les baby heel, quasiment imbattables l'un comme l'autre. Donc on a effectivement deux personnes finalement qui se ressemblent quelque part dans leur pas dans leur catch, mais dans la façon dont ils sont reçus par le public. Donc ça c'est plutôt intéressant. Forcément, les deux commencent à se toiser. Roman Reigns qui fait hey gars, t'as beau avoir été 16 fois champion, ici c'est mon yard. Là tout Brooklyn commence à gueuler Undertaker. John Cena qui ironise plutôt intelligemment le public en disant l'audience d'Euro parfois quand il y a un truc qui les dérange, ils oublient pas. Donc John Cena commence à faire un peu son enfant terrible, un peu blagueur, farceur, que j'aime moyen, surtout la suite du segment, puisque suite à ça, en les coupant, le Miz arrive avec Maryse et le Miz Tourage, donc Bo Dallas et Curtis Axel. Et donc là, le Miz nous fait une promo comme parfois il nous en fait, des promos juste assez génial, faut dire ce qui est, où on sent qu'il met dans ce qu'il dit des choses que lui pense Mike Mezzanine, le catcheur et l'athlète, la superstar et pas forcément le personnage, où en gros il dit que super, vous avez un super moment là, pour la première fois, John Cena et Roman Reigns au même ring, mais sans déconner les gars, des moments comme ça, vous en avez semaine après semaine après semaine, alors qu'il y a des gens qui se crèvent le cul. Moi, ça fait 12 ans que je fais ça, etc. Et j'ai pas autant de moments que vous, alors que vous le méritez pas. Et là, truc de fou, Barclays Center, je sais pas combien de milliers de personnes il y a, une bonne partie, une grosse majorité commence à faire ah ouais, yes. Donc là, le public, le Miz a mis le public dans sa poche. Le public est majoritairement d'accord à ce que le Miz dit, quoi. C'est un truc assez de fou. Ouais, mais qui est une partie de l'audience qui sont ceux qui vont typiquement huer John Cena et huer Roman Reigns, qui sont effectivement des personnes plus des mecs adultes, etc., qui vont pas acheter le côté babyface, je perds jamais, etc., et qui sont d'accord avec le Miz, je comprends, mais là, ça paraissait tellement majoritaire que c'était écrasant, quoi. On n'entendait pas les gens qui étaient pas d'accord à ce que disait le Miz, on entendait que ceux qui étaient d'accord. Donc c'est un moment assez fort. Donc le Miz continue sur cette volée. D'ailleurs, Bo Dallas et Curtis Axel jouent le jeu en disant au public ouais c'est cool, allez-y, encouragez-le. Donc le Miz qui dit je vois pas pourquoi Kurt Angle a besoin de John Cena dans le roster. Est-ce que Raw a besoin de John Cena? Bien sûr, forcément. Le public fait non. Le Miz dit il y a 18 000 personnes qui disent que non. John Cena intelligemment là aussi encore au niveau de la baffe, écoute, moi j'ai toujours un mec qui écoute le peuple et les gens, donc je vais me casser en fait. Donc John Cena fait mine de se casser. Le Miz interrompt, attends, j'ai pas fini avec toi. Ce show il appartient ni à toi ni à Roman Reigns. Et puis d'ailleurs le public, je vais pas vous oublier parce que vous aussi c'est votre faute. Parce que vous savez pas quoi faire avec John Cena, Roman Reigns, vous savez pas si vous devez les applaudir ou les huer, et vous croyez que ça les affecte eux. Non, ça affecte moi, le seul champion sur le ring. Donc là, c'est bien, il reprend la balle du heel en critiquant le public qui était un peu trop avec lui. Donc voilà, il continue là-dessus, et là, John Cena, en bon gros top star babyface, fait attends, pas de problème, tu veux un moment, on va t'en donner un, je vais faire un match direct, Roman Reigns et moi contre toi et n'importe lequel de tes laquais.
Le Miz qui fait wow, attends, je suis en costume 3 pièces à X milliers de dollars, je suis pas là pour je suis pas habillé pour catcher. Donc le Miz commence à se défiler lorsque la musique de quelqu'un d'autre retentit. Samoa Joe, un mec qui porte pas de costard, juste une série autour du cou et toujours la destruction au bout de ses poings, qui débarque et qui fait attends, c'est très simple. Le Miz, tu vas pas te mettre en équipe ni avec lui ni avec lui, tu vas te mettre en équipe avec moi et on va leur montrer ce que c'est Raw et qui sont les tauliers. Et il rappelle à Roman Reigns que à 1 contre 1, c'est toujours Joe qui a l'avantage contre Reigns. Donc du coup, ça commence à monter la tension et le moment, moi personnellement que j'attendais fortement, c'est Joe qui se tourne vers Cena, qui arrive, qui commence à lui dire un ou deux trucs avant de très rapidement en fait lui mettre une brosse droite, un direct. Ça commence à partir en baston. Le Miz et Mistourage commencent aussi à s'en mêler. Roman Reigns les gère tous les trois seuls, parce que c'est Roman Reigns, il est trop fort. À la fin, c'est les babyface Reigns et Cena qui sont dans le ring victorieux, mais le match est confirmé. On aura un match effectivement le main event, donc le Miz et Samoa Joe contre Cena et Reigns, et ça se termine ce segment avec donc les deux star de babyface sur le ring et le public qui s'en donne à cœur joie, qui crie You both sucks. Donc vous craignez tous les deux ce segment. Quelle promo du Miz encore une fois. Ouais. Pour moi, c'est un très très bon segment. Il fait une bonne partie dans mon jugement du show. Le Miz a été génial. Ouais, c'est une promo extraordinaire. Comme tu dis, un professionnel incroyable. Il est dans son personnage depuis 10 ans et il le tient et il l'améliore sans cesse. Il est ce heel vaniteux, prétentieux et tout, mais plus il avance dans sa carrière, plus il a quand même de trucs à mettre dans son CV et à mettre en avant. Et en même temps, c'est vrai qu'il a énormément fait de trucs, mais qu'il a jamais atteint ce level, ce palier. Excellent au niveau du texte. Non, moi j'ai trouvé tout le segment assez bon parce que il était plein de surprises en fait. Déjà, oui, Senna, on s'attendait à ce qu'il arrive un moment, mais pas forcément là. Ouais. On s'attendait pas spécialement à ce qu'il arrive pour nous dire direct Target Roman Reigns. On s'attendait pas spécialement à ce que le Miz arrive là-dedans. Et puis Samoa Joe à la fin, c'était une super surprise. Donc ça n'arrêtait pas d'enchaîner les bonnes surprises. Je suis d'accord avec toi sur le fait que j'aime pas trop ce Senna qui fait des petites blagues en mode. Il avait vraiment une gueule de farceur qui avait l'air de se foutre de tout et ça décrédibilisait un peu la promo qui était très forte du Miz. À force d'ironiser trop en blague mode j'ai 12 ans qui coulole, à un moment donné je trouve ça un peu too much. Je trouvais le volume était trop fort à ce niveau-là. Bon après on chipote, China sur les promos il se débrouille aussi, donc on va pas cracher dans la soupe, ça c'est clair. Mais ouais, donc oui, surprenant sur différents points, même si je m'attendais à quelque chose d'autre, une surprise un peu plus nouvelle qu'un Cena revenant. Ça reste pour moi quand même effectivement un moment intéressant du Raw. Encore une fois une promo du Miz qui était top, et puis cette confrontation d'un moment entre Cena et Samoa Joe qui moi me vend un peu du rêve. J'espère que ça va évoluer tout ça vers une feud entre les deux. Ça serait de bonne qualité, je pense. J'adore au passage Samoa Joe au micro. Je trouve qu'il dit pas grand chose, mais il le dit d'une façon avec une haine calme et froide qui est extraordinaire. Ouais, bah pareil, lui il tire bien son personnage. Ah ouais. Le mec, il a tout gagné en indie, à Ring of Honor, à la TNA, etc. Voilà, son personnage il a depuis plus de 10 ans en main, et c'est pour ça que une confrontation face à Cena, je trouvais qu'il y aurait un parallèle assez intéressant qui serait cool. Un très bon babyface qui est là depuis plus de 10 ans versus un très bon heel qui est là aussi depuis 10 ans, juste pas dans les mêmes cercles. Là, c'est l'occasion enfin de les faire s'affronter l'un l'autre. En tout cas, moi je croise les doigts, j'espère que ça va aboutir sur ça. Suite à ce haut niveau de star power dans le ring, on passe à beaucoup de monde, mais beaucoup moins star power, puisque c'est un 8-man tag team match. Donc 8 hommes 4 contre 4 chez nos amis les cruiserweights. Donc on a d'un côté les méchants, on a Drew Gulak, Tony Nese, Arya Daivari et Noam Dar, contre les gentils, Rick Swann, Cedric Alexander, Mustafa Ali, et un revenant du cruiserweight classique qu'on n'avait pas vu jusqu'à présent, ni à Raw ni à 2 Fab Live, à savoir un Grand Métallique, donc qui avait participé au tournoi des cruiserweights l'année dernière, ou il y a 2 ans, je ne sais plus, et donc qui est effectivement un haut catcheur voltigeur luchador, donc qui commencera le match et fera démonstration de ses différents talents de prouesse dans le ring et surtout sur les cordes. Le match
vu que c'est 4 contre 4 et quand même un joli bordel, n'est pas très long, donc les catcheurs tournent très rapidement, il y a beaucoup de tags. Au final, c'est les gentils qui gagnent, comme d'habitude quand il y a rien en jeu, généralement c'est les gentils qui gagnent. Donc ce sera à la fin Tony Nese contre Cedric Alexander dans le ring, Nese qui à mon avis se prendra effectivement le finisher de Cedric Alexander. 1, 2, 3, les gentils ont gagné. Juste après ça, on aura Sherry Caruso qui dira avec beaucoup d'excitation: oh mais quel match, quelle victoire Cedric Alexander, pour essayer de rajouter un peu de pop à l'événement parce que c'était tout naze et chiant, qui est avec celui qui a regagné sa ceinture la veille à SummerSlam, à savoir le roi Neville, qui a battu Akira Tozawa à SummerSlam dans du pre-show. Donc Neville est le nouveau champion. Il commence à parler, mais très rapidement, en fait, arrive Akira Tozawa avec son manager Titus O'Neil. Titus O'Neil qui d'ailleurs qui traite Neville de gargouille. Ok. Why not? Et Tozawa, donc, nous fait savoir qu'il veut son rematch, donc, demain, à 205 Live. Donc, si vous voulez voir le rematch de Tozawa contre Neville, regardez 205 Live. Voilà. C'est Cruiserweight, on va pas parler forcément du match, à moins que t'aies un truc à dire, mais plutôt du fait que Neville a repris la ceinture à Tozawa. Ton avis? Sur le match, non, ça me rappelle les Cruiserweights quand ils ont débuté, c'est-à-dire on fout tout le monde sans aucune construction, et pourtant on sent bien que tous ces mecs ont du potentiel et du talent, mais matériellement on n'a pas le temps de les construire. 205, personne regarde, ils sont trop nombreux, je continue à pas comprendre pourquoi la WWE a signé tous ces mecs pour en faire pas grand-chose. Et je sais pas, ouais. J'avoue, c'est assez étonnant, ouais, mais bon. Mais je pense que ouais. Encore une fois, comme on dit parfois semaine après semaine dans le show, c'est pour combler ces 3 heures d'euros. Hein. Ouais, mais bon. Et sur là, du coup, c'est comme si on analysait SummerSlam presque, mais sur le changement de titre, c'est bizarre cet aller-retour. Cet aller-retour. Enfin, moi, je suis très content que Neville ait regagné parce que je le trouve toujours un cran au-dessus. Ouais. Mais je comprends pas trop pourquoi il a perdu alors que ça aurait pu. C'est le premier two-time Cruiserweight Champion. je pense, ouais. Mais bon, il avait un règne qui aurait pu être d'une longévité record, quoi. Ouais. Je sais pas. Bon, de toute façon, moi je préfère en tous les cas actuellement que ce soit Neville qui ait le titre. Après, la rivalité à Tozawa est pas la moins intéressante qu'on ait vu à 205, du moins auprès des Cruiserweights. Surtout avec une input finalement de Titus O'Neil et parfois en caméo guest star Apollo fucking Crews. Donc on verra, mais dans tous les cas, toujours rien de bien folichon auprès de ces Cruiserweights. Par contre, une division qui reprend, je trouve, un peu de niaque et d'intérêt, c'est la Tag Team Division depuis quelques semaines. Et là, donc, la veille, à SummerSlam, il y avait un match championnat, donc le bar, ou la barre plutôt, chez Monsieur Cesaro, les champions en titre contre les 2 anciens potes du Shield, Dean Ambrose et Seth Rollins, qui après de longues semaines de je t'aime moi non plus, je te pardonne moi non machin, finalement refont équipe et ont gagné la veille. Donc les nouveaux champions par équipe font leur entrée sous les vivas de la foule. Vraiment une grosse pop pour les deux. Voilà, Ambrose dit que ça fait du bien d'avoir ce championnat, d'avoir ces ceintures par équipe. Il a même dormi avec sa ceinture sous son oreiller. Voilà, c'est juste super. Les deux commencent un peu à blaguer et à être contents. D'ailleurs, Seth Rollins, on peut noter que il commence à essayer de plus en plus à piquer, je sais pas, le gimmick de Kane. Parce qu'après l'ajout de son Burn It Down avec des flammes sur son petit tentron, maintenant il s'habille en rouge et noir. Donc le feu plus le rouge et noir, ça fait penser à Kane. Donc je sais pas, mais c'est un truc que je me suis noté. Dans tous les cas, les deux disent voilà, on est là, on attend des challengers parce que nous on est des fighting champions, parce qu'on est des gentils. Et là c'est les Hardy Boys qui débarquent. Donc là les anciens du Shield sont plutôt contents. Il y a une petite discussion où Matt et Jeff disent ouais c'est cool toujours de voir deux frères entre guillemets qui se séparent et se retrouvent ensemble et combattent ensemble, puisque nous on sait ce que c'est. Et donc sans plus tarder, les Hardys défient dans un match donc Rollins et Ambrose, et les deux font mais vous déconnez quoi, on a grandi en vous mettant en tant que idole quoi, on vous idéalisez, donc bien sûr qu'on fait un match, faites venir un arbitre. Et sans plus tarder, un match donc entre les Hardy Boys et donc les nouveaux champions par équipe, bien sûr pas pour le titre, évidemment. Alors ce match, moi c'est un match que j'ai trouvé
vraiment, vraiment, vraiment pas mal, voire bon, pour la simple raison que c'est la première fois depuis le retour des Hardy Boys que je trouve qu'ils sont à la hauteur de leur légende, et surtout que Matt Hardy, là, j'ai trouvé beaucoup plus vif, beaucoup plus dans la réaction, beaucoup plus rapide, beaucoup plus impactant, alors que je trouvais assez mou du genou jusqu'à présent. Et là, enfin, je suis réconcilié avec les Hardy Boys. Donc, on a eu des séquences vraiment sympas avec des attaques combinées d'une équipe comme de l'autre qui tournait bien, vraiment. Donc, à un moment donné, on a Rollins, donc ici, balance donc la tête de Matt Hardy sur le second point du ring, qui tag Ambrose qui fait sa close line, Rollins qui enchaîne avec son coup de genou sauté, Jeff qui se tag lui-même, fait un dropkick effectivement à Seth Rollins, Matt Hardy évite de justesse un Dirty Deeds, et là les quatre hommes sont face à face dans le ring, ne bougent plus, quelques instants de silence, la tension qui monte, et ça part en coup de poing répété en furie. Et à la fin, donc ce sont les Hardys qui se restent victorieux de cet échange de coups, pas du match, mais juste cet échange, puisqu'ils enverront effectivement avec un Jawbreaker et une close line les champions par équipe à l'extérieur du ring. Et un peu plus tard, à la fin du match, ce qui se passe, donc Ambrose rentre effectivement dans le match, prend Matt Hardy sur ses épaules, et là Seth Rollins qui saute et fait sa sling blade en l'air sur Matt Hardy. Je trouvais ça que c'était vraiment vraiment très 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 joli. On a ensuite Ambrose et Rollins qui font un double suicide dive à l'extérieur sur les frères Hardy. Matt qui envoie Rollins sur le coin du ring, fait un side effect sur Ambrose à l'extérieur du ring, à l'intérieur du ring, pardon. Ambrose se relève pour un compte de 2. Il essaie de faire un moonsault donc dans le ring sur Matt Hardy, mais Jeff rentre. Matt fait un twist of fate sur Ambrose. Rollins qui envoie Valding et Matt pour briser le tombé. Jeff donc qui envoie Rollins à l'extérieur. Jeff qui va faire sa Swanton Bomb, mais Ambrose recroqueville ses genoux pour contrer Jeff Hardy. Rollins qui revient, fait son finisher jumping knee sur Jeff Hardy. Ambrose qui enchaîne avec un Dirty Deeds et fait le tombé de 3, vainqueur les champions par équipe. À la fin du match, on verra donc les anciens champions Cesaro et Sheamus qui ont toujours leur rematch, donc qui regardaient dans les vestiaires le match. Mais en tous les cas, un match que j'ai trouvé pas très long, mais putain d'efficace. Est-ce que toi tu partages mon avis ou pas? Ah oui, là complètement, on sera d'accord sur cette On est partie. d'accord, ok, on est Ouais. d'accord. Non, non, ça faisait plaisir à voir. Effectivement, on sentait pour de vrai qu'ils ont tous pris du plaisir sincère à faire la rencontre. On aurait dit effectivement un nouveau chanteur vedette qui se retrouverait à faire un duo avec son idole de jeunesse. Ils étaient contents. Ils ont fait de très beaux moves. On sent on sent déjà que Rollins et Ambrose, ils ont bien répété de nouveaux trucs. Là, ils enchaînent, ils font des beaux enchaînements. Donc là, sur la division tag team, je suis d'accord avec toi. J'ai pas trouvé qu'elle était en berne jusqu'à présent, puisque j'avais bien aimé la feud des Européens avec les Hardys quand même. Et là, on avait un beau match. Je pense que a priori, ça va pas aller plus loin. Euh, Oh, je sais pas. Je on sais verra. pas, dans le sens où il va y avoir un rematch avec Ouais. Cesaro et Sheamus avant. Peut-être que les enceintes du Shield vont confirmer la victoire contre eux, et peut-être que les Hardys seront les prochains contenders, prétendant au titre. Dans tous les cas, si c'est pour nous filer plus tard un match de pay-per-view avec le double de temps, mais avec autant d'intensité et de jolis tag team wrestling que là, moi je prends, j'achète. Ouais, moi aussi, Take my money. j'espère juste que qu'on va vraiment rester sur cet alignement et qu'ils vont pas nous rejouer comme avec Cesaro et Sheamus, le côté du on vous respecte et puis finalement on turn heel parce qu'on en a marre des anciens. Euh, ou dans Non, les là, deux. je pense pas, vraiment, je pense pas à mon avis, qu'il fasse tourner Hill, Rollins et Ambrose, puisque là, vraiment, la pop qu'ils ont eue à SummerSlam, qu'ils ont là ce soir, dépasse celle qu'ils avaient individuellement juste avant, et toute la reconstruction qu'ils avaient, leur réconciliation, pour venir à cette tag team, a vraiment bien marché le public et a été intéressant. Donc, je pense qu'ils vont capitaliser un peu dessus, voire beaucoup, avant de se dire on a fait le tour, on faut qu'on fasse une dynamique. Je pense pas que ça va. Pour ça oui, mais je pensais que ça pouvait être l'une des deux équipes. Les Hardys, Ah, ils pourraient nous envisager un truc un peu comme on fait les Dudleys là, qui à un un moment, broken. ouais, à un moment ils deviendraient méchants en disant Hmm. on nous respecte plus ou nous on Ouais, a tout gagné peut-être. avant vous. Mais Oui, c'est clair que les Hardys ont toujours dans leur idée, de moi Matt et Jeff, je sais pas pour les officiels de WWE, mais Matt et Jeff veulent
surfer sur leur dernière gimmick, qui étaient les Broken, qui avaient super bien marché, qui avaient buzzé à mort. Il y a toujours ce procès contre la TNA pour les droits intellectuels de propriété, de ça. Ils ont commencé à teaser les Awaken Hardys, donc les Hardys éveillés, ou réveillés. Peut-être que ça va être une nouvelle version, légèrement différente de ça. Dans tous les cas, où il n'est pas impossible, à mon avis, que les frères Hardys passent du côté obscur de la force, mais en même temps, là, ils bénéficient toujours de leur effet un peu vintage qui fait plaisir, mais à mon avis, il va peut-être s'épuiser, donc c'est pas con de penser à peut-être leur donner une nouvelle dynamique. On verra bien. Dans tous les cas, c'était un bon match qu'ils nous ont donné ce soir, et c'était cool de leur part, puisque comme je le disais, en tout cas moi j'avais pas été convaincu par les Hardy dans le ring depuis leur retour. Jeff ça va, mais c'était Matt. Là ce soir j'étais réconcilié, donc bravo les frangins. Arrive suite à ça aussi une nouvelle championne, puisque comme les titres ont changé pour les équipes, ils ont aussi changé, comme vous l'avez dit plus tôt dans l'émission. Donc c'est Sasha Banks, la nouvelle championne en titre, qui débarque, qui dit que en gros, même si elle est de Boston, son cœur est à Brooklyn, puisque ça fait 3 ans que Brooklyn c'est super. Elle avait eu à NXT TakeOver un match qui avait fait parler beaucoup contre Bayley. L'année dernière, elle avait fait un gros match contre Charlotte aussi, et là hier, donc à SummerSlam, elle a récupéré la ceinture contre Alexa Bliss. Elle fait une petite mention à Ric Flair, donc, suite à ses ennuis de santé, en disant que le monde a besoin du Nature Boy. Par contre, le monde n'a pas besoin d'une prétendue déesse, puisque de toute manière, le monde, ce qu'il a, c'est une boss légitime. Et à ce moment-là, bien sûr, Alexa Bliss arrive. Voilà, Alexa Bliss qui ironise, qui fait t'es mignonne, Sasha Banks, tu parles de conserver ton titre parce que t'es une fighting champion, mais en fait si on regarde, t'as jamais su conserver ton titre. T'as été 4 fois championne féminine, mais à chaque fois que t'as dû défendre ton titre, tu l'as perdu directement derrière. Donc là, bien sûr, Sasha Banks dit ok, mais toi à chaque fois qu'on se bat, soit tu te barres, soit tu abandonnes comme hier. Forcément, le public crie you tap out, tu as abandonné. Donc Alexa Bliss, pourquoi pas faire un rematch ici maintenant? Alexa qui fait ça se réfléchit, mais je vais dire non. Je veux pas te briser le cœur ce soir. Par contre, la semaine prochaine, je serai dans cette humeur-là. Donc la semaine prochaine, on aura un rematch, toi et moi pour la ceinture. Donc voilà, on sait qu'on aura un match pour le titre féminin la semaine prochaine contre Bliss et Sasha Banks. Ton avis sur ce segment et cette rivalité? Le segment, écoute, il fallait en parler puisqu'il y avait un changement de ceinture. Ouais. Ça n'a pas été long, ça a été efficace. Bon, pas plus de choses à redire là-dessus, c'est correct. Après, c'est bizarre que le rematch arrive si vite. Est-ce qu'il va y avoir un truc louche pour qu'il y ait un autre vrai rematch à No Mercy avec une stipu? Je ne sais pas, parce que je vois pas sinon si on débarrasse vite Alexa Bliss qui revient dans le game. Si c'est Nia Jax, pauf. Ouais, je sais pas non plus. Je suis assez c'est difficile de voir les plans, surtout avec la blessure de Bayley. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ouais, sachant que de toute manière, Sacha contre Alexa, va y avoir ça. Ensuite, s'ils mettent Nia Jax contre Sasha Banks, c'est un match qu'on aura vu plein de fois à Raw déjà. Donc pas très excitant sur l'affiche. C'est pour ça que moi je milite pour Emma, quoi. Il fallait faire que le match contre Nia Jax contre Emma soit plus disputé, et qu'on ait à No Mercy, s'ils veulent évacuer Alexa Bliss, Sasha Banks, qu'on ait Emma. Voilà, j'aurais préféré ça. Ou peut-être qu'ils vont nous faire une triple frite dédicace ringside pour No Mercy entre Sasha Banks, Alexa Bliss et Nia Jax. Bref, rien de très excitant ce soir pour les dames. C'est malheureux, peut-être que la semaine prochaine, on aura plus à nous mettre sous la dent. Pendant ce temps-là, j'ai un manager, c'était plutôt dans l'émission, mais je l'ai gardé là, parce qu'on va parler du match juste derrière. On voit Kurt Angle qui est toujours sur son portable. Visiblement, même après le fait que son histoire secrète de fils caché ait été révélée, il passe son temps sur son portable pendant les émissions, le mec. Bravo, le pro. Tous les GM, Daniel Bryan, il est tout le temps en train de téléphoner à quelqu'un, tu sais pas à qui il parle. Ouais. Il joue très mal d'ailleurs, le mec au téléphone, je le dis tout le temps. Oui, allô, oui, oui, d'accord, tout à fait. Tu sais pas ce qui s'est passé. Bah si, je viens de voir le show, ça s'est passé juste avant, mec. Bref, Kurt Angle qui est interrompu, puisque justement c'est son fils caché, qui est plus caché maintenant, Jason Jordan qui débarque. Donc voilà, Kurt Angle qui est tout content, et qui dit je suis très fier de toi. Jordan qui dit écoute, papounet, je ne veux pas tellement de faveur, mais ce soir je veux un match. Et je veux un match contre Finn Balor.
Alors Kurt Angle qui fait t'es sûr que t'es prêt pour ce niveau de compétition, mon gamin? Ryan qui fait ouais, non non si, c'est bon, je vais gérer. Donc du coup, voilà, Kurt Angle qui fait bon bah très bien, puisque tu veux, tu auras ce match ce soir et on va parler directement du match entre donc Finn Balor et Jason Jordan. Alors ce match très compliqué parce que le public a été ultra distrait, pour ainsi dire, pendant les 2 tiers du match. Le public n'avait rien à foutre de ce qui se passait dans le ring. On sentait en regardant le show, je voyais que le public réagissait à des trucs qui n'étaient pas dans le ring. Au début, c'était compliqué de savoir. Ils sont repartis avec leur délire de beach volley, de beach soccer ball, une espèce de gros ballon gonflable de plage. Voilà, à s'envoyer ça. Donc du coup, il y avait une distraction qui était permanente durant le match, qui était en déphasage à ce qui se passait dans le ring. Voilà, donc c'était pénible à suivre. Même pour les Balor et Jordan, ça a dû être horrible comme moment, je pense, parce que tu te dis, on est en train de performer devant 16 000 personnes, dont il y en a bien 10 000 qui n'ont rien à foutre. Alors que le match était pas si mal que ça. Jason Jordan, pour résumer, a été assez dominant, a fait beaucoup de démonstrations de catch, de lutte académique, olympique, comme son gimmick le veut. Il sait bien faire ça. Donc quitte à être même un peu en confiance et supérieur face à Balor, ce qui a énervé Balor. À un moment donné, Jason Jordan lui tend la main. Et Balor qui en a rien à foutre et lui envoie une grosse mandate dans la gueule. Faut pas déconner. Et donc soit à la fin, ce qui se passe, donc effectivement, on est à l'extérieur du ring. Balor qui est sur le bord du ring, qui fait son signe de Bullet Club, court et envoie son putain de coup de pied dans la gueule à Jordan. Jordan plus tard essaiera de faire, effectivement, fera un over suplex sur Balor, fera ensuite son spear, son gros coup de bélier dans le coin du ring. Balor contrera finalement une autre tentative de suplex avec un crossbody pour un compte de 2. Ensuite, Balor fera un pele kick sur Jordan, les deux sont par terre, mais Balor reprendra l'ascendant en faisant sa Sling Blade, fera ensuite son dropkick sauté, envoyant Jordan dans le coin et par terre. Le signal est lancé, Balor monte sur le poteau, et c'est le coup de grâce pour la victoire de Finn Balor. Du coup, ce match et cette ambiance... L'ambiance était pourrie, ouais, c'est nul. Enfin, c'est-à-dire, d'un côté, moi, j'ai détesté ce public-là qui était insupportable, mais en même temps, le public a quelque part un peu raison, c'est-à-dire s'ils trouvent ça emmerdant parce que Jason Jordan ils accrochent pas et que Finn Balor, bon, on l'a vu la veille, c'est les mêmes gars qui ont vu toutes ces soirées-là, Ouais, donc quasiment, ouais. au bout d'un moment on fatigue. Donc ouais, mais c'est dommage quand même, c'est chiant. Autant à SummerSlam, la Cesaro a super bien joué le coup en allant piquer le ballon dans le public pour le déchirer. Autant là, Ouais. ça aurait pas été enfin ça aurait été dans le gimmick d'aucun des deux puisqu'on a deux faces. Oui, et puis en plus, là, pour le match dont tu cites, effectivement, le Cesaro qui a très bien réagi, c'est un tag team match, donc du coup, tu peux y aller parce que t'as ton pote qui est en train de catcher dans le ring, donc tu peux t'autoriser ça. Donc là, c'était pénible. Donc ouais, c'était déjà arrivé il y a pas longtemps avant, et d'ailleurs, je crois que c'est Michael Cole qui parle à ce moment-là, ou dans le main event, je sais plus, mais qui dit, on parle du public de la nuit du Raw après WrestleMania, maintenant on va parler aussi du public de Raw après SummerSlam, et c'est vrai qu'il y avait un peu cette même vibe où le public fait un peu ce qu'il veut comme il le veut, et notamment des choses qui ne vont absolument pas concerner ce qui se passe dans le ring. Et parfois c'est un peu tristoun, comme là je trouvais, parce que c'était un match qui était pas très long, donc c'était pas pénible à regarder, et puis les deux s'en sont plutôt bien sortis, donc voilà, c'était pas Ouais. mérité en tout cas. Non. Donc pour revenir un peu sur le match en Ouais. lui-même, le match était bon. Franchement, pour moi, c'est exactement ce qu'on a envie de voir là de ce Jason Jordan, c'est-à-dire il va taper des gros, il est tout à fait honorable. Il perd parce que bon, Finn Balor, voilà, un ancien champion universel, haut du panier quand même. Lui, il Hmm. est vraiment booké comme un débutant plutôt de Jordan, mais il s'en sort bien. Et Ouais. je trouve qu'il y a, quelque chose d'intéressant aussi dans son lien avec Kurt Angle, c'est-à-dire ce côté je veux pas du tout de passe droit, mais bon, si tu me bookes un match contre un mec balèze pour que je monte mes preuves, c'est pas mal. Et je pense qu'on peut glisser vers ça un petit heel turn Ouais. progressif du mec qui va en demander de plus en plus, qui va être de plus en plus gourmand, mais Kurt Angle va laisser faire et Hmm, hmm, ça hmm. peut être intéressant ça. Ouais, je suis d'accord, je pense que c'est l'orientation du personnage qui, mine de rien, va jouer la carte mon père est le GM, mais en faisant le mec qui n'abuse pas. Et effectivement, ce côté un peu rotor qui pourra mener
une confrontation entre les deux, du moins une opposition entre les deux, ne serait-ce que par la parole. On verra bien. Mais en tout cas, c'était pas dégueulasse. En tout cas, voilà, ça ne méritait pas le traitement que ce public de Brooklyn qui paye un putain de paquet de fric pour être à ces trucs-là. Bon, même s'ils achètent les packs, j'imagine SummerSlam avec le Takeover, SummerSlam, Raw et SmackDown. Quand même, quoi. Tu dis, c'est plusieurs centaines de dollars, voire des milliers de dollars. Tu vas pas t'amuser à la balle, quoi. Enfin, je comprends pas. Je ne comprends pas. Suite à ça, eh bien, on arrive au niveau du main event. Hein. On aura une séquence backstage avec le gang du Miz, le Miz Tourage et Samoa Joe. Donc le Miz qui fait le capitaine d'équipe, qui commence à donner des instructions à tout le monde, qui commence à appeler Joe, puis comment il dit, mon sympathique destructeur ami samoan, enfin des trucs comme ça. C'est plutôt drôle. Pendant cela, Joe est assis, dit rien, gros mêle sous sa serviette blanche. Puis à un moment donné, se lève et dit ta gueule, tu la fermes. Je vous explique comment ça va se passer. Vous deux, là, Axel et Bo Dallas, vous restez aux abords du ring, vous êtes vigilants. Toi, le Miz, tu fais ton truc habituel, pas orthodoxe et un peu ennuyeux, et je m'occupe du gros morceau. Et tous les autres qui font oui chef, bien chef. Le Miz qui fait bien sûr mon pote, et qui donne une petite claque sur l'épaule de Joe en se ravisant à la fin, genre oh putain il va me bouffer le bras, qu'est-ce que j'ai fait. Bref, un petit segment qui mangeait pas de pain mais assez rigolo, qui exprime bien la différence de style entre Samoa Joe et le Miz qui est toujours dans le show et le comique un petit peu, du moins pour ce segment-là. Et donc ah ouais, c'est super drôle, hein. C'était court mais drôle, qui garde les personnages. Bref, ce genre de petit segment, faut pas s'en priver, n'hésitez pas à en faire à la WWE. Nous on aime bien ça. Et donc on a ce fameux main event. Donc d'un côté, je rappelle, John Cena et Roman Reigns, c'est les ultimes baby face heel, et de l'autre côté donc le Miz et Samoa Joe avec Maryse dans le coin et Bo Dallas et Curtis Axel qui rôdent. Eh bien ce gros star power dans le ring ne va pas forcément plus s'intéresser le public, qui continuera, donc on le verra à mon nez, quelqu'un de la sécurité qui ira choper la balle à laquelle il jouait, le public qui hurlera ça, le public qui du coup commencera à faire des hola. Voilà, donc a aucun moyen d'intéresser le public au match. John Cena d'ailleurs jouera le jeu, hein, et essaiera à un moment donné on le voit, il temporise Joe en disant attends, parce qu'il sentait que le public était pas dans le match, donc du coup il essayait d'encourager le public à faire des conneries, à faire la hola, etc. pour un peu les réintéresser, mais ça ne marchera pas tellement. On voyait d'ailleurs Samoa Joe, je sais pas si c'est le personnage ou vraiment le mec, mais il semblait ultra saoulé par cette situation. En même temps, qui ne le serait pas. Donc, ce qui se passe, eh bien du coup, le match se poursuit, tant bien que mal. John Cena fera la grosse partie du match puisque le Miz et Samoa Joe empêcheront tout simplement Cena de faire un tag à Roman Reigns. Le Miz Tourage interviendra très peu. Il y aura juste à un moment donné une espèce de corde à linge de Bo Dallas sur John Cena pendant qu'arbitre était détourné. Et donc plus tard, vers la fin du match, ce qui se passe, et bien du coup, forcément, le tag est fait à Roman Reigns, qui commence à faire le ménage un peu partout. Donc là, aura Maille à partir à l'extérieur du ring face au Miz Tourage, mais s'en occupera seul sans problème. Il fera un drive-by à Curtis Axel et un Superman Punch à Bo Dallas. Il y aura un hot tag avec John Cena qui revient dans le ring, qui commence à dérouler ses 5 moves of doom contre le Miz, ses shoulder blocks, sa power bomb, You Can See Me, Five Knuckle Shuffle. Sauf que du coup, eh bien, c'est Joe qui va l'interrompre. En fait, quand il revient de sa Five Knuckle Shuffle, Joe bondit dans le ring, se retrouve face à Cena et le met en coquina clutch. Donc il tire Cena comme ça. Roman Reigns qui rentre dans le ring fait son Superman Punch. Joe qui s'écarte en lançant Cena en avant. Du coup, c'est John Cena qui se mange le Superman Punch de Roman Reigns. Ensuite, eh bien du coup, Joe envoie Reigns à l'extérieur. Et donc, finalement, ce qui se passera, c'est que donc Joe va poursuivre Reigns à l'extérieur, puisque les hommes légaux, ce sont le Miz et John Cena. Le Miz qui se relève, qui voit que Cena est par terre, hein, tout juste sur le coup du Superman Punch. Il dit oh la bonne occasion, je me mets en position pour mon Final Crusher finale, pardon. Mais John Cena, trop fort, ce bon John, ce Marine, never give up, bloquera le finisher du Miz et fera un attitude adjustment pour le compte de 3. Donc ce sont les babyface qui gagnent, et donc on aura effectivement à la fin John Cena et Roman Reigns qui se regarderont, avec John Cena quand même qui fait tu m'as mis un coup, c'est pas très sympa. Voilà. Et on finit comme ça. Yeah!
voilà, moi j'ai pas aimé la fin. Je dis, j'ai pas épilogué dessus. C'est sa parole. Moi j'ai pas aimé la fin. Je vois pas pourquoi. Enfin, j'aurais vraiment voulu. Enfin, c'était logique qu'ils perdent à ce moment-là, quoi. Il y a eu une mauvaise communication dans l'équipe. Je vois bien jouer le coup. Je sais pas que malgré tout ça, malgré que Reigns ait fait un Superman Punch sur John Cena, malgré qu'il en fasse le Miz, Samoa Joe, Maryse, Curtis Axel, Bo Dallas, malgré ça, il gagne. Super, super. Alors on ne dit pas malgré que, mon ami amiral en français. Ouais, bien que. Mais on Je m'en fous. Ouais. Je suis énervé, je m'en fiche. T'es vénère. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors Ouais. des fois je me dis que c'est parce qu'on est trop smart et qu'on n'aime pas voir les babyface gagner, mais non, là du coup Parfois oui. Oui. enfin ça n'avance à rien. Du coup tu dis ok, c'est les plus forts. Bon bah du coup c'est match de Ah. gala. Enfin c'est la fin d'un, pour moi c'était la fin d'un house show quoi. Et ça aurait tellement, enfin on sait même pas quelles intrigues nous attendent. On sent qu'il y aura une feud Cena Roman Reigns probable, mais ça aurait tout fait avancer si les méchants avaient gagné. Samoa Joe aurait encore pu se targuer du fait qu'il bat Roman Reigns. Le Ouais. Miz aurait encore pu se targuer du fait qu'il bat John Cena. Les deux Baby Heel, Face, ils avaient des raisons de s'en vouloir. Alors que là, non, bah, comme tu dis, il lui a mis un petit pet dans la mâchoire sans faire exprès. Mais bon, ils ont gagné. À la limite, on passe à autre chose. Mais c'est vrai que la foule était pas là non plus. Sina, c'était un peu triste sa manière de faire. Enfin, c'était vraiment, oui, allez, oui, d'accord, allez, faites là ou là, oui, bon, vous nous regardez maintenant. Euh, Ouais. et je sais pas. Alors, je pense qu'ils font énormément de sous là à faire ce week-end à Brooklyn, mais il va falloir sérieusement se poser la question de est-ce que c'est pertinent de faire ces putains de packs à 4 soirs, parce que la foule est à fond NXT. Le soir du pay-per-view, c'est très long, donc elle est moyenne. Là, l'Euro du lendemain, elle était dégueulasse. Mm. J'ai pas vu SmackDown encore. À SmackDown, je pense ils sont peut-être un peu plus polis, mais ça fait des très longues Ouais. soirées de catch et à la fin, le public a envie aussi de faire autre chose. Sinon, le Ouais. match en lui-même était pas très intéressant et puis voilà, tout ce que j'ai à dire là-dessus. Ok. Très bien. Eh bien, du coup, c'est le mot de la fin. Donc, du coup, bah, ton top, ton flop et ta note. Eh bien, mon top, facile, la promo du Miz. J'aurais bien mis tout le segment, mais le Miz mérite largement. C'est quand j'ai vu la promo et que je l'ai entendu, je me suis dit ouais, putain, c'est vrai que ce mec-là, on le cite pas forcément dans les meilleurs, mais il est toujours hyper propre, quoi. Ouais. C'est le Miz, c'est un des meilleurs heels et un des meilleurs talkers effectivement que je n'ai jamais connu, je pense. Bon, j'ai pas une longue période de catch derrière moi, contrairement à notre ami Ringside par exemple, mais le Miz. Le Miz est au top. Le flop, qu'est-ce que. Bon, il y avait pas mal de petits trucs qui étaient pas terribles. Le flop, bah ouais, je mettrais Emma. Je pense que tu allais mettre le même, mais bah, le gaspillage d'Emma, c'est vraiment très très dommage. Mais la Ok. note, moi j'ai assez aimé. C'était pas non plus foufou, mais j'étais parti sur une note de 3 sur 5, donc une note correcte. Ok, très bien. Bah écoute, parfait. Bah sur le top, hein, on va être d'accord, c'est là-dessus. Le Miz, effectivement. Le moment, la séquence était bien globale, mais vraiment le Miz était au-dessus, était plus flamboyant. Le flop, bah le public, tout simplement. Le public ne change pas la nature d'un show, mais ça l'influence quand même. Et moi, je trouve ça pénible sur le match de Balor et sur le main event. Je trouve ça vraiment ultra chiant. Donc voilà, pas big up le public de Brooklyn, vivement que ce soit plus là les shows parce qu'ils sont chiants tout simplement. Et ma note par contre on va pas être d'accord, ma note je vais mettre un 2. Voilà, en dessous de la moyenne parce que bah ouais, bof quoi. Voilà, c'était pas rien d'exceptionnel, de petits moments bien, une bonne promo, un ou deux bons matchs clairement, mais vraiment le reste rien de très enthousiasmant pour la suite. On verra bien SmackDown comment ça se passera effectivement, donc vous verrez ça avec le supplément SmackDown très prochainement sur notre chaîne, hein. Donc on vous rappelle,
pouvez nous trouver, donc vous pouvez nous écouter sur iTunes et sur PodCloud. Vous pouvez nous regarder sur YouTube. Vous pouvez nous retrouver, communiquer avec nous sur Twitter et sur Facebook, Catch-up CDC. N'hésitez pas à laisser des commentaires, de laisser des notes quand vous pouvez laisser des notes, des étoiles, des pouces, des machins, dire que vous aimez ça, de partager ça, de montrer Catch-up aux amis qui aiment le catch. Donc ça nous fait plaisir, on vous en remercie. Donc dites-nous aussi effectivement si vous êtes plutôt comme Raph, si ça a été un Raw post SummerSlam plutôt bien 3 ou plutôt un bof 2 comme moi. On est curieux d'avoir vos avis. Et donc le prochain rendez-vous, comme on disait, supplément SmackDown. Mon cher Raphaël, merci pour cette review. Eh ben, mon cher amiral, superbe description, très détaillée et très précise. Donc merci Et à toi. je salue ton t-shirt qui est fabuleux, je suis fan. Des Mais pandas oui. avec des chaises. Alors est-ce qu'on voit tout? Voilà. Ben oui, petit Ouais. clin d'œil à cette belle époque où la plus grande organisation de protection des espèces animales au monde avait le même nom que la plus grande fédération de catch au monde. Et ça nous manque un petit peu et on aimerait bien de temps en temps voir des pandas se donner des petits coups de chaise. Ouais, on veut ça l'année prochaine pour SummerSlam, on veut des pandas, ce sera génial. Et c'est sur ces bonnes paroles et ce vœu pieux qu'on vous laisse, petits amis. On vous souhaite une excellente semaine, plein de catch. Salut! Ciao.